Bonjour, la SERP est une vieille société savante, fondée il y a un siècle par l'abbé Breuil. Ce sigle signifie Société d'études et de recherche préhistorique des EISI. Devinez mon étonnement, le jour où le président de la SERP, René Mottet, m'a suggéré d'aborder le sujet du cannibalisme. D'autant que je savais qu'il a toujours trouvé son épouse, Huguette, mignonne à croquer. J'ai décidé pourtant d'en parler. Pas d'Huguette, mais du cannibalisme. Alors lançons-nous. Il existe une distinction entre anthropophagie et cannibalisme. Ces deux termes sont étroitement liés, et pourtant ils ne désignent pas tout à fait la même chose. L'anthropophagie, qui vient de l'association de anthropos, l'homme, et phagein, manger, désigne spécifiquement l'acte de manger de la chair humaine. Le cannibalisme est un terme généraliste pour décrire un être vivant, homme ou animal, qui se nourrit d'individus de la même espèce. Ce n'est pas propre à l'homme. Le mot cannibale vient d'une altération du mot carib, qui signifie en langage antillais hardi, cruel. Pour Christophe Colomb, en 1492, le mot carib lui fait penser au mot canis, le chien en latin. L'Indien cannibale, fils de chien et mangeur d'hommes, prenait l'image d'un monstre. L'archipel des Caraïbes est devenu à présent une destination touristique réputée où l'on ne dévore plus que des langoustes. On s'est rendu compte que le cannibalisme est un phénomène quasi universel qu'on ne peut pas ignorer. Le cannibalisme est pratiquement toujours une institution réglée et qui reflète une logique sociale. On ne mange pas n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. On va essayer de le comprendre. Voilà le plan qu'on va suivre. Cannibalisme animal, cannibalisme préhistorique, cannibalisme historique et actuel, signification culturelle du cannibalisme et l'invention du tabou. Le cannibalisme animal consiste à manger des animaux de la même espèce. Le cannibalisme existe dans tous les groupes d'animaux. Il est décrit chez 1300 espèces animales, dont 75 espèces de mammifères. C'est soit un mécanisme de survie, contre le surpeuplement ou l'inanition, un mécanisme sexuel, la femelle dévore le mâle pendant l'accouplement afin de récupérer l'énergie pour la ponte, ou parfois chez les montres religieuses, en décapitant le mâle pour débloquer les hormones qui permettent l'éjaculation. Les adultes peuvent aussi dévorer une partie de leur progéniture. Les insectes dévorent leurs larves en cas de conditions de vie défavorables. A l'inverse, parfois chez les araignées, les juvéniles dévorent la mère et récupèrent les protéines nécessaires à la croissance. Chez certains rongeurs, la femelle mange le cordon ombilical jusqu'au nombril des petits. Elle le dévore s'il ne réagit pas. Cela permet l'élimination des plus faibles. Dans l'utérus, les embryons plus costauds peuvent dévorer les plus malingres, et ceci chez la plupart des espèces de mammifères, blaireaux, furets, cochons d'Inde, hérissons, hamsters, lapins, ours, chats, chiens. Le cannibalisme permet ainsi de contrôler la croissance démographique. Cela permet d'éliminer des concurrents prédateurs. Les lions mâles s'emparent d'un groupe de femelles et mangent les petits issus d'un autre mâle, pour rendre les femelles fertiles et assurer ainsi leur propre descendance. Si l'on conçoit bien le cannibalisme chez les carnivores, on l'admet moins chez les herbivores ou les omnivores. Chez ces derniers, pourtant,
Le tube digestif est adapté et permet l'opportunisme dans le choix de la nourriture. Ils sont à la fois végétariens et carnivores. Les primates sont généralement omnivores, frugivores, folivores, mais aussi insectivores et éventuellement carnivores. La viande constitue 5% de l'apport alimentaire des singes. Les singes carnivores pratiquent la chasse de prédation, en solitaire ou en groupe. C'est le cas des toupailles, des tarsiers, des sapajous, des macaques, des babouins, des chimpanzés, des orang-outans. À égalité, les deux sexes sont chasseurs. Les proies sont en général de taille inférieure aux prédateurs, surtout quand la chasse se pratique en solitaire. Quand elle devient une pratique collective, notamment chez les chimpanzés, la bande peut s'attaquer à des proies de plus grosse taille, gazelles, antilopes, lièvres, autres singes. On voit même parfois des enfants humains. Ces chasses sont accompagnées de manifestations bruyantes. Les macaques et les babouins dépècent leurs proies vivantes et en consomment les parties molles. Les chimpanzés sont plus proches de l'homme que les gorilles, y compris sur le plan du comportement. Certains chercheurs pensent que la prédation contribue à la réduction de l'agressivité sociale du groupe. Les chimpanzés ne sont pas partageux, pourtant les dominants sont prioritaires sur les dominés. Les dominés sont bien contraints de leur céder leur place et les bons morceaux. Ils apprécient principalement la cervelle. Les observations du cannibalisme des chimpanzés sont nombreuses. En 2013 au Sénégal, un chimpanzé dominant a été tué puis mangé par ses congénères. Les scientifiques estiment que ce sont ses anciens rivaux qui l'ont tué, délibérément. Les chercheurs les ont vus dévorer le cou et les parties génitales de l'animal, qui était déjà mort. En Tanzanie, lors de la rencontre violente entre deux groupes, un petit est blessé et mangé par les individus du groupe étranger. Un mâle tue sa progéniture juste après la naissance. Il tue le bébé et le mange dans un buisson. Une femelle, prénommée Passion, dans la zone d'étude de Gombe, est décrite comme un animal perturbé, isolé et agressif par Jane Goodall. En 1975, Passion avait commis une série de meurtres cannibales, kidnappant et dévorant au moins 3 bébés chimpanzés. Cet acte est rare et n'a jamais été constaté chez les chimpanzés de Côte d'Ivoire. Les carcasses des congénères sont consommées de la même façon qu'une proie classique, lentement, avec délectation. Chaque bouchée de viande est mâchée, accompagnée de quelques feuilles vertes, écrit Jane Goodall dans son livre Through a Window, publié en 1990. Si les grands singes peuvent être carnivores, il n'est pas improbable que leurs cousins australopithèques ne le fussent pas aussi. Les chercheurs estiment qu'ils consommaient 60% de végétaux, 40% de viande. Certaines espèces ont dû consommer de plus en plus de viande, davantage énergétique. L'alimentation carnée se développe d'abord par le charognage de proies tuées récemment par les grands félins carnivores, puis peu à peu par la chasse. La chasse a-t-elle fait l'homme? De nombreuses traces l'attestent. Les outils, les armes, les dessins. La chasse laisse des traces, pas la cueillette. La viande et les poissons deviennent les principaux aliments de nos ancêtres. Bien sûr, la consommation de végétaux et de fruits est toujours importante car elle représente entre autres un apport nécessaire de vitamines et de fibres végétales. Mais le développement du cerveau a besoin de protéines et de graisses, d'où l'importance de la chasse. Le cannibalisme semble probable dès le début de la préhistoire, car certains hominidés ont le crâne défoncé et les os fragmentés.
comme on l'a retrouvé à Sterkfontein. On a même constaté la présence des ossements brisés dans des fissures des parois des grottes. Évoquer des traces d'anthropophagie dans la préhistoire était très choquant et a entraîné de vives polémiques dans la petite communauté des préhistoriens. On était à la fin du XIXe, au début du XXe siècle. Les premiers préhistoriens ne croyaient pourtant pas que nos lointains ancêtres aient pu pratiquer le cannibalisme. Il s'agit de Piette, Cartaillac, Mortillet. Ça choquait les traditions morales et religieuses de la fin du XIXe siècle. Puis, des découvertes archéologiques ont apporté des preuves. Elles ont apaisé les passions, permettant de raisonner scientifiquement. Ils durent bientôt se plier à l'évidence face à certains sites, quelle que soit l'ère géographique, la période temporelle, la culture. Des études taphonomiques montrent des traces de découpe sur les os humains, des fractures des os longs pour en extraire la moelle. Le cannibalisme s'avère être un comportement universel, intemporel. Chez nos plus anciens ancêtres, bien avant Néandertal ou Sapiens, on note déjà à Choukoutienne, 1 million d'années, on aurait trouvé un crâne dont le trou occipital est élargi pour sortir la cervelle et des membres brisés pour en extraire la moelle. À Grandolina, 780 000 ans, à Atapuerca en Espagne, Homo antécesseur a consommé 6 individus après décapitation, désarticulation, décharnement. Les os longs, riches en moelle, sont fracturés. À la côte de l'Arago, 450 000 ans, à Totavel, 151 restes humains d'Homo erectus sont retrouvés. Il y a sélection des os, crâne et os longs des membres, mais pas ceux du tronc, moins nutritifs. Traces de découpe de boucherie à l'insertion des muscles, fractures en spirale sur les os frais. Devant tous ces exemples, beaucoup de préhistoriens sont mal à l'aise, cherchent des explications. Ainsi pour Anati, cela ne correspond pas à un rite religieux, mais un besoin de protéines. Pour Charles Le Tourneau, président de la Société d'anthropologie, le cannibalisme est une aggravation morale de l'homicide. L'environnement est évoqué. Pour Bermudez de Castro, qui a fouillé à Grandolina, Homo antécesseur tue des jeunes de tribus rivales pour limiter la concurrence sur un même territoire. Chaque auteur interprète le cannibalisme de sa façon, selon son époque, son idéologie. Cela permet de réduire la violence, l'agressivité. Ou ça contribue-t-il à une cohésion du groupe? Est-ce un geste de vengeance contre les ennemis? Le mépris? Permet-il de s'approprier les vertus des autres? Néandertal est un grand carnivore. Rennes, chevaux, bisons. Mais il ne déteste pas manger ses semblables. On peut citer quelques exemples, entre autres. À Goyer en Belgique, les Néandertaliens pratiquent le cannibalisme alors que la viande animale semble abondante au vu de leurs déchets. Les os humains sont cassés, comme les os des grands animaux, pour en extraire la moelle. Au mont Circé, près de Rome, un crâne de Néandertal est retrouvé au milieu d'un cercle de pierre. La tempe droite est fracturée, le trou occipital élargi. À Krapina, il y a 130 000 ans, en Croatie, des os broyés de 30 individus sont retrouvés. Ce sont des hommes jeunes. Les os riches en moelle sont davantage brisés que les autres. À la baume de Moula-Guercy, il y a 80 à 100 000 ans, en Ardèche, on trouve des centaines de restes de Néandertal, des fragments crâniens, mandibules, dents, hauts postes crâniens. Là encore, il y a fragmentation des os pour récupération de la moelle sur os frais, écorchage du crâne, extraction de la langue. Pas un cannibalisme de subsistance. On pourrait encore citer Pradel en Charente-Maritime. Depuis 1934, 87 pièces humaines néandertaliennes ont été mises au jour,
correspondant à un minimum de 7 individus, 3 adultes, 2 adolescents, 2 enfants. Seules certaines parties du squelette ont été découvertes dans le site, à savoir le crâne, les os des membres. Ces parties du corps ont été écorchées, décharnées, et leurs vestiges osseux présentent un grand nombre de stries de découpe, des traces de fracturation sur os frais, des points d'impact et la probable récupération des extrémités articulaires. Et l'homme moderne? Cro-Magnon était lui aussi anthropophage, comme le montrent les ossements trouvés dans la grotte de Mazyka en Pologne, 15 000 ans environ avant notre ère, et dans la grotte anglaise de Kaf, 14 700 ans avant notre ère. On retrouve des incisions, des marques de découpe, des fractures sur des os frais, des traces de mâchement humain, l'absence de base crânienne pour en extraire le cerveau. Les os humains de Buran Kaya montrent des traces de découpe par des outils de silex, dont un os pariétal. On pourrait raisonnablement penser que le cannibalisme est lié à la sauvagerie de ces âges farouches et à l'alimentation carnée du paléolithique. Le changement de vie au néolithique s'accompagne rapidement de modifications profondes dans l'alimentation des hommes, au détriment de la viande. Les céréales sont cultivées, prennent une place importante dans le régime alimentaire. L'élevage des animaux permet d'introduire un aliment qui était jusque-là réservé aux enfants, le lait. Une nouvelle cuisine apparaît avec la céramique, les purées, les bouillies. Conséquence sur la santé, la multiplication des caries sur les dents fossilisées, ce qui était très rare au paléolithique. Autre temps, autre mœurs? Il n'en est rien. Au méso comme au néolithique, le cannibalisme est également avéré. Le site néolithique d'Erxheim, près de Speyer en Allemagne, a produit de très nombreux ossements correspondant à 10 individus. Des crânes sont transformés en coupe à boire. À Aschenheim en Alsace, ce sont 6 individus dans une fosse, dont un ado, les os fracturés. À Bergheim au néolithique, 8 squelettes dans un silo, 7 bras gauches brisés. À Fontbrégois dans le Var, les ossements humains sont traités de la même façon que les ossements d'animaux, c'est-à-dire qu'ils avaient des stries de décarnation, de désarticulation. Dans la grotte des Péras, des restes osseux de 5 adultes et 3 enfants attestent les pratiques de cannibalisme. Les os brisés délibérément comptent de nombreuses marques de décarnisation. Les premières civilisations antiques vont-elles mettre un terme à ces pratiques? On trouvait de la viande humaine sur les étals en Égypte, en Europe, en Asie. Dans la Grèce antique, le cannibalisme semble antinomique avec la création des cités grecques. Pourtant, on a des preuves de sacrifices humains suivis de cannibalisme. Pour Hérodote, les Scythes sacrifient à Mars les ennemis tués et écorchés. Ils dévoraient les vieillards après les avoir tués. Les soldats de Cambyse, lors d'une expédition contre les Éthiopiens, mangèrent 1 homme sur 10. Les Massagettes immolaient affectueusement leurs parents âgés et les mangeaient pour leur éviter les souffrances de la mort naturelle par vieillesse et les maladies qui dégradent. La littérature grecque est pleine d'histoires de cannibalisme. Homère, dans l'Iliade et l'Odyssée, raconte le Cyclope qui dévore ses enfants, tue et dévore les compagnons d'Ulysse. Achille dit à Hector « Je voudrais couper ton corps et le dévorer tout cru ». Et Cube, la mère d'Hector, promet de dévorer le foie d'Achille. Et on sait que Cronos dévore ses enfants, les uns après les autres, par crainte d'être détrôné un jour par l'un d'eux. À l'inverse, le général carthaginois Hamilcar fait écraser les mercenaires par ses éléphants, car ils avaient consommé les ennemis. Les Romains trouvaient des remèdes dans les corps humains, dont la cervelle des enfants. Les spectateurs descendaient boire le sang des gladiateurs tués dans l'arène. Les épileptiques se trempaient la tête dans ce sang. Nos ancêtres les Gaulois, d'après Pline l'Ancien, massacraient au cours de rites particuliers des victimes de sexe masculin, de jeunes enfants aux vieillards.
Les Celtes buvaient du vin dans le crâne des vaincus au cours des banquets. Lorsque les barbares envahissent l'Espagne et l'Italie, une famine apparaît. Les mères tuent leurs enfants pour se nourrir. Les famines médiévales sont responsables de cannibalisme. On vend de la chair humaine grillée sur le marché de Tournus. Les Francs, qui étaient chrétiens, pendant la première croisade, s'attardent un mois à Maharat. Ils tuent et mangent une partie de la population. Rodolphe de Caen en témoigne. Nos troupes font bouillir les païens adultes dans des chaudrons et empalent les enfants pour les dévorer grillés. En France, lors des guerres de religion, le jour de la Saint-Barthélemy en 1572, des corps sont vendus et mangés par les émeutiers, écrit le pasteur Jean de Léry. Montaigne dit que le cannibalisme des sauvages est moins cruel que les horreurs perpétuées pendant les guerres de religion, dans les Essais chapitre 30. À l'époque classique, Madame de Sévigné écrit que des soldats auraient mis un enfant à la broche. Et quand le peuple se déchaîne, le cannibalisme n'est pas loin. La prise des Tuileries le 10 août 1792 s'accompagne de scènes d'anthropophagie. Pendant la retraite napoléonienne de Russie, le général Longeron témoigne de lanières de chair découpées sur les cadavres et mangées par ses troupes. Au XXe siècle, le cannibalisme est avéré en Russie pendant la Grande Famine et en Chine pendant la Longue Marche. De tous ces exemples préhistoriques ou historiques, peut-on en dégager des règles, des motivations? Le cannibalisme est souvent une réalité socio-culturelle. Il est même relativement fréquent chez l'homme. Contrairement à ce qu'écrivait Sigmund Freud, le tabou du cannibalisme n'est pas universel. On peut trouver des formes diverses de cannibalisme que l'on va examiner à présent. Et pour commencer, l'endocannibalisme. On avait vu, lors d'un autre exposé, comment les religions agro-pastorales avaient engendré le culte des ancêtres qui codifiait les règles de la vie tribale. L'endocannibalisme s'insère dans ce rite. Il cherche à maintenir un lien avec les ancêtres qui viennent de décéder. On mange l'ancêtre décédé pour absorber sa force et faire de son propre corps la tombe de ses aïeux. Cela renforce l'unité du groupe. L'endocannibalisme à l'intérieur du même groupe familial ou tribal permet aux morts de continuer à vivre. La nécrophagie transcende la mort. Elle évite la putréfaction du corps, elle assure la continuité du lignage. Les os décarnés font l'objet d'obsèques postérieures, voire d'un culte des reliques. Il s'agit bien de rites funéraires. Pour Claude Lévi-Strauss, on traite avec respect le parent défunt jusque dans les recettes culinaires. La technique de la viande bouillie est une technique élaborée. L'aliment est préparé avant d'être ingéré. La cuisson implique l'appropriation totale de l'aliment par les membres de la famille. Le rituel est bien élaboré. L'âme du défunt qui cherche un endroit pour se reposer va pouvoir s'abriter dans le corps de ses proches. Le repas endocannibale assure la continuité de la vie et de la mort et la cohésion du groupe. Les Papous de Guinée pratiquaient l'endocannibalisme, recyclant entièrement leurs ancêtres et éliminant seulement la vésicule biliaire qui, comme chacun sait, n'a pas bon goût. Malheureusement, ils se contaminèrent mutuellement de la maladie neurovégétative appelée kourou, proche de Creutzfeldt-Jakob, qui se propage par consommation de cervelle et de moelle. Cette maladie disparut en 1961 quand les médecins firent interdire le cannibalisme. En Amérique du Sud, on retrouve le cannibalisme dans différentes sociétés. Tupi-Guarani, Chiriguano, Tupinamba, Guyaquis, qui pratiquaient l'endocannibalisme mais en respectant les règles de la prohibition de l'inceste. Mère-fille, mère-fils, frère-sœur. Autre forme de cannibalisme, celui lié au sacrifice rituel. Il justifie la mise à mort. Sacrifier n'est pas tuer.
Le sacrifice est constant dans presque toutes les religions, dont il caractérise les fêtes. Le summum se trouve chez les Aztèques. Parce que le dieu soleil a besoin d'énergie, de chair, de sang humain, on n'hésite pas à pratiquer des massacres. À l'inauguration du temple de Tlatelolco en 1487, 14 000 victimes sont tuées en 4 jours. Le temple est transformé en abattoir humain. Pour demander les faveurs du dieu de la pluie, on pratique des sacrifices d'enfants. Leurs larmes évoquent l'eau que l'on réclame. Les fidèles partagent avec le dieu soleil le repas festif. À Bornéo, chez les Dayaks, le rite d'initiation exige des adolescents à partir seuls dans la forêt, tuer un homme, consommer son cerveau, rapporter le crâne à la tribu. Il sera alors digne de rentrer dans la communauté des adultes. L'exocannibalisme consiste à affirmer sa supériorité sur les ennemis vaincus. Il permet également d'absorber leur courage, leur force, s'approprier leurs vertus. Il sert également à venger et apaiser ses propres morts tombés lors du combat. Dans l'exocannibalisme, on mange ceux qui ne sont pas de son groupe, pas les siens. L'exocannibalisme et l'endocannibalisme ne sont pas pratiqués par les mêmes populations. La préparation culinaire n'est pas la même. La chair est en général rôtie, non élaborée. Elle n'est pas bouillie, accompagnée d'aromates et de condiments, comme le faisaient les endocannibales. Parfois, tous les vaincus ne sont pas mangés et tués. Certains sont conservés vivants, parfois plusieurs mois, parfois des années. Toutefois, le prisonnier ne perd rien pour attendre. Il sera mangé un jour. Il constitue de la viande sur pied. S'il se marie pendant sa captivité, sa femme et ses enfants pourront être mangés un jour comme lui. La victime accepte en général la règle, car il sait bien que peut-être la situation sera inversée, son peuple sera un jour victorieux et mangera ses actuels prédateurs. L'écrivain Serge Doubrovski pense même que l'exocannibalisme éveille des pulsions narcissiques chez la victime. Être haï ou aimé, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'on nous prête attention, qu'on nous prenne en considération. Bref, qu'on ne puisse pas tout nous manger. Je préfère être détesté qu'inexistant. Les os des victimes ne subissent pas d'actes de sépulture. Ils sont laissés à l'abandon. Il s'agit bien de gibier pour les vainqueurs. Au XVIIe siècle, les Mangbetu du Congo pratiquent un cannibalisme de guerre, dévorant les ennemis morts, signifiant leur mépris à des tribus dont la peau est plus noire que la leur. Une partie de la viande est séchée et conservée comme réserve de graisse. Le cannibalisme est très répandu en Amérique, les Tupinambas du Brésil, les Algonquins, les Iroquois, les Hurons, les Anasasis du Colorado vivent au milieu de restes humains décharnés, carbonisés, mélangés aux instruments de culture et de cuisine. D'autres causes de cannibalisme existent. C'est le cas du cannibalisme de subsistance. On dévore les défunts pour ne pas mourir soi-même en cas de pénurie. C'est dans l'histoire le résultat de nombreuses guerres ou de révolutions. On a déjà évoqué les grandes famines du Moyen-Âge, la retraite de Russie. Faut-il rappeler l'épisode fameux du radeau de la Méduse, peint par Géricault? Le navire s'échoua sur un banc de sable. Les canots de sauvetage ne purent évacuer tout le monde, si bien que 122 personnes dérivèrent 12 jours sur un radeau de fortune. L'ingénieur Alexandre Coréard décrit comment certains consommaient les cadavres des moins résistants, les officiers mangeaient les hommes d'équipage. Dans les famines, on mange les morts, on tue les enfants en bas âge, ils ne peuvent pas survivre. Ce fut le cas lors de la famine soviétique de 1921 et du siège de Leningrad. Après avoir mangé chats, chiens, rats, on observe un début de cannibalisme. On retrouvera un même phénomène à l'issue de la Seconde Guerre mondiale qui a épuisé l'économie de l'URSS et engendré une nouvelle famine en 1946-47. Dans la Chine de Mao, on a pu décrire une famine en 1958 avec des cas de cannibalisme et de nécrophagie.
L'écrivain Zheng Yi a décrit un cannibalisme punitif, œuvre de garde rouge, dévorant des contre-révolutionnaires. En représailles, 10 000 gardes rouges furent dévorés en signe de vengeance. En Corée du Nord, en 2011, l'économie est dans un piteux état, la population affronte une famine terrible et pratique la nécrophagie. Un exemple qui a été très médiatisé est celui de l'accident d'avion du 13 octobre 1972 dans la cordillère des Andes. L'équipe de rugby de Montevideo subsiste malgré des conditions climatiques terribles, en pratiquant le prélèvement de lanières de chair congelée sur leurs compagnons décédés. Et si le cannibalisme consistait parfois à manger de la viande humaine parce que c'est bon? Il existe une forme de cannibalisme gastronomique, gourmand. Un chef maori explique à Pierre Loti: la chair humaine a un goût de banane mûre, mais le blanc est trop salé. Les Aztèques, dont on a déjà parlé, furent les pires cannibales du monde. C'était chez eux une pratique habituelle, avec des boucheries, des expéditions pour capturer prisonniers et esclaves. Les prisonniers étaient du gibier que l'on gardait et engraissait pour les vendre. L'anthropophagie était réservée aux plus puissants. La viande humaine pouvait coûter très cher. Les pauvres n'achetaient que les bas morceaux. Toutefois, certains ethnologues émettent des réserves car ils estiment qu'une telle pratique aurait vite altéré le développement de la population, qui ne s'accroît que de 1 à 2% par an du fait de la natalité. En Afrique équatoriale, en Ubangui, des esclaves engraissés étaient vendus comme viande debout. Partout dans les îles Salomon, Fidji, Nouvelle-Hébride, Nouvelle-Calédonie, les populations se faisaient la guerre, comme l'écrit Melville, dévorer les ennemis vaincus, parce que c'était bon. En Chine, avant 1889, on trouvait de la viande humaine sur les étals de boucherie, réputée avoir des qualités médicinales. On vit même de jeunes épouses donner un morceau de leur chair pour guérir une belle-mère malade. Ces exemples de piété filiale a été décrite 535 fois. Elle ne concerne que des femmes. À Sélestat, en 1817, on assiste à un infanticide. La mère fait cuire son enfant dans une potée de choux. Le japonais Issel Sagawa défraie la chronique à Paris en 1981 car il tue d'un coup de carabine une étudiante néerlandaise de 24 ans, la viole et la mange. Son procès a un long retentissement en France, car il se termine par un non-lieu, suite à une expertise psychiatrique. Il est renvoyé au Japon, où il est interné en hôpital psychiatrique comme pervers, maniaque, exhibitionniste et narcissique. Le cannibale de Rantembourg, Amin Mewes, est condamné à perpétuité en 2006 pour avoir mangé le pénis d'un homme rencontré sur Internet. Il prétend que la victime était consentante. Plus étonnant, le cannibalisme peut également constituer un châtiment. Un homme qui enlève une femme chez les aborigènes devait être mangé pour infraction à la loi d'exogamie. Le châtiment était le même pour un père incestueux. Les adultérins à Sumatra devaient être mangés crus et vivants. Le cannibalisme est présent dans l'imaginaire populaire. Les légendes et contes de l'Antiquité qui parlent de cannibalisme ne manquent pas. Cronos, Tantale, Lycaon, Cyclope, elles se sont propagées et multipliées tout le long de l'histoire. Les ogres des légendes sont inspirés des vagabonds qui errent dans les forêts européennes au moment des famines. L'ogre ne mange pas ses propres filles, mais les garçons du bûcheron. Les contes sont pleins d'histoires de cannibalisme. Le grand Lustucru, l'ogre du petit Poucet, le petit chaperon rouge. Dans certaines versions, le loup invitait le petit chaperon rouge à venir manger la grand-mère avec lui. On a endormi nos enfants en leur lisant de telles horreurs. Les civilisations vont bientôt mettre fin à la pratique du cannibalisme. Déjà en 789, Charlemagne punissait les cannibales de mort. Plusieurs pays africains ont légiféré contre le cannibalisme.
En Australie, en 1959, le gouvernement publie une loi pour punir le cannibalisme. J'étais étonné de voir qu'il n'y a rien dans le code français. Les magistrats s'appuient sur l'article 222 du code pénal, qui punit les tortures et actes de barbarie. 15 à 30 ans de réclusion criminelle. L'anthropophagie est une circonstance aggravante de l'homicide. Pourquoi et comment le cannibalisme est-il à présent considéré comme un tabou? C'est un mot issu des langues polynésiennes, tapu, popularisé par James Cook au retour de son premier tour du monde. Il exprime un interdit. On ne sait pas qui l'a décidé, pourtant tout le monde le respecte. Le tabou n'est pas lié à la morale, mais à l'organisation de la société. Par exemple, le cannibalisme semble un tabou fondateur. Tous les mythes, toutes les religions affirment que c'est interdit. Mais franchement, pourquoi? Il n'y a pas d'explication. Pour Patrick Bannon, un tabou est un acte interdit parce que touchant au sacré, dont la transgression est susceptible d'entraîner un châtiment surnaturel. En fait, le tabou n'est pas lié à la morale, mais à l'organisation de la société. Le premier tabou est l'endogamie, la relation sexuelle avec sa parentèle, qui évolue en tabou de l'inceste, quasi universel, justifié à présent par la génétique. Curieusement, ce tabou est aussi retrouvé chez les chimpanzés. Freud, dès 1895, évoque 3 interdits: l'inceste, le meurtre, le cannibalisme. Ce dernier tabou a toujours été transgressé. Freud parle dans son livre « Totem et tabou » de la horde primordiale où les enfants mangent le père pour devenir autonomes. Le cannibalisme, donc, qui existait dans certaines sociétés, est devenu tabou. Et il traduirait une fascination-répulsion, même si, pour Salvador Dali, le cannibalisme est une manifestation les plus évidentes de la tendresse. En Occident, les religions et les États condamnent l'anthropophagie et en ont fait un tabou. Curieusement, le christianisme a renversé la tendance. Le chrétien ne mange plus son prochain, mais Dieu, qui s'offre aux hommes. La théophagie existait déjà dans le rite de Dionysos, où le corps démembré du dieu était consommé sous forme d'un chevreau ou d'un taurillon. Le rite de l'Eucharistie, prenez et mangez-en tous car ceci est mon corps, personne ne s'étonne. Autrefois refuser d'absorber le corps et le sang du Christ constituait un crime sévèrement puni par l'Église. Bien sûr, c'est un symbole de transsubstantiation, mais tout de même, le rite est étonnant. Alors, à l'issue de ce topo, on est bien obligé de constater et d'admettre que le cannibalisme est un phénomène universel et intemporel. Je me félicite que l'un des bons côtés de notre civilisation est d'en avoir fait une pratique taboue. Dans cet exposé, j'ai essayé de ne pas être trop scabreux. J'ai résisté à la tentation de vous communiquer des recettes culinaires exotiques. Si ça vous a mis l'eau à la bouche, vous en trouverez aisément sur Internet. Si j'ai pu vous choquer, j'en suis navré et je m'en mords les doigts. Mais c'est bientôt l'heure du déjeuner. J'espère ne vous avoir pas coupé l'appétit.